Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour visiter la rade de l'Orient. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Carole Boussion, qui est médiatrice à la Maison de la Mer et qui va nous présenter notre visite. Bonjour, donc oui, là on part pour un parcours qu'on appelle la rade aux 3000 navires, puisqu'il y a une belle diversité de bateaux à observer dans la rade, et donc on va détailler aussi les différentes activités portuaires et quels sont les chantiers navals qu'on va trouver sur ce littoral. On va commencer le parcours ici côté Lorient en observant un petit peu les vestiges les plus anciens du développement des activités portuaires, notamment ceux qui sont liés à l'installation des compagnies des Indes, donc sous Louis XIV avec Colbert, qui va choisir la colline du Fawédic, là qui est juste derrière nous, pour construire des bateaux de commerce d'abord, qui sont donc faits pour aller vers l'Inde, vers la Chine, donc vers l'Orient, d'où sans doute d'ailleurs le nom de l'Orient, qui était une ville avec des bateaux qui partaient vers ces pays lointains. L'un des premiers bateaux à avoir été construit d'ailleurs s'appelait le Soleil d'Orient. Donc on pense que les ouvriers disaient: je vais travailler sur le Soleil d'Orient, je vais travailler sur le Soleil d'Orient, je vais travailler sur l'Orient. C'est sans doute ça qui a contribué à donner son nom à la ville de l'Orient. Donc au départ on construit des bateaux en bois, en chêne avec des ponts en pin. Et puis petit à petit on se met à faire aussi des bateaux en métal avec les grands cuirassés. On fait des bateaux à voile puis à vapeur. C'est avec un bateau l'Orienté, la Pomone, qu'on fait pour la première fois des essais sérieux d'une hélice. Donc il y a beaucoup d'innovations qui vont être liées à l'Orient en particulier. Alors il y a un monsieur qui a beaucoup contribué, par exemple c'est l'ingénieur Dupuy de l'Aume. Il est né au château de Soie ici à Pleumeur, et c'est vrai que c'est lui qui va faire avancer notamment tous ces procédés de construction navale. Alors après l'installation de la Compagnie des Indes ici en 1666, vont nous arriver différentes marchandises précieuses, donc des épices évidemment, ça peut être de la soie, du coton, de la porcelaine, des bois et des pierres précieuses. Pour surveiller le retour de ces marchandises-là, on voit qu'on a ici au sommet de la colline du Fawédic une tour qui s'appelle la tour de la découverte, qui était en fait une tour de guet qui permettait de surveiller notamment le trafic de pacotilles. Donc en fait la marchandise de contrebande qui pouvait être déchargée avant d'arriver sur les quais à Lorient, à Port-Louis ou à Groix. Cette tour elle se visite avec les guides du service animation et architecture du patrimoine. Sauf que là vous voyez en ce moment il lui manque un morceau, on a enlevé la couronne qu'il y avait en haut, puisqu'il faut qu'elle soit complètement rénovée. Petite construction navale installée là sur les rives du Scorff et du Fawédic. On a une ville qui va grossir très vite. En 1750 on est déjà à 20 000 habitants. Donc ça va très vite autour de cette activité. Les compagnies des Indes vont avoir une activité sur à peu près 130 ans ici sur le site. Ça va s'arrêter en fait après la Révolution française, quand on perd le monopole royal et puis qu'on a une situation financière qui a toujours été un petit peu compliquée. La ville ne meurt pas pour autant, parce qu'en fait très vite la marine royale va aussi s'installer sur le site. Elle vient réquisitionner des bateaux, elle a la possibilité aussi de faire des bateaux pour elle, et en fait dès 1703 elle est déjà locataire du site. Donc finalement quand la Compagnie des Indes s'arrête, et bien la marine prend toute la place, et finalement aujourd'hui en 2018 on continue de faire des bateaux militaires encore. Alors on expliquait tout à l'heure que les compagnies des Indes avaient une histoire d'à peu près 130 ans, ça s'est arrêté après la Révolution française. Le commerce reprend au moment des machines à vapeur, c'est à ce moment-là qu'on importe du charbon, et puis qu'on a un port de pêche aussi qui se développe en centre-ville avec de plus en plus de bateaux de Groix qui viennent décharger la marchandise ici. Sauf qu'au début des années 1920 c'est plus possible, les chalutiers prennent trop de place, il faut sortir ce port de pêche et ce port de commerce qui se sont installés en centre-ville, et on va aller les installer à Kergroise pour le commerce et à Kéroman pour le port de pêche. On va voir qu'il y a différents ports dans la rade de l'Orient. On a un port de pêche, on a un port militaire, enfin du moins on a des activités de construction militaire, on a aussi des ports à passagers, donc là c'est ce qu'on va emprunter à l'instant, donc avec un départ de bateau-bus. Le bateau il arrive là juste derrière nous, il s'appelle Arvak Tredan, et c'est un bateau électrique qui fonctionne avec des supercondensateurs. Et l'originalité c'est que c'est un bateau qui se charge en 6 minutes seulement à chaque fois qu'il est à Locmiquélic. Alors 6 minutes ça lui donne 30 minutes de charge, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais c'est exactement ce dont il a besoin pour venir à Lorient, déposer ses passagers, en prendre d'autres et retourner à Locmiquélic. Et ça lui permet de fonctionner comme ça, de 7h le matin à 10h le soir s'il le faut. Voilà, donc Arvak Tredan c'est bateau foudre en breton, et c'est une construction locale, il a été construit ce bateau sur la commune de Lanester juste à côté. Tredan est en approche, donc on voit que c'est un bateau qui est catamaran, puisqu'on a travaillé justement sur la motorisation électrique. On a fait un bateau comme ça qui a une bonne pénétration dans l'eau et puis une bonne stabilité. Il est en aluminium pour être léger également. Il est équipé de panneaux solaires sur le dessus, donc ça permet d'alimenter notamment bouquet électronique de bord ou éclairage. Et donc là on apprécie un bateau qui est assez silencieux, sans odeur de carburant. Voilà. Et donc il permet aux jeunes d'aller au collège ou au lycée le matin, aux gens d'aller au travail, on peut aller faire son shopping directement en centre-ville.
en traversant comme ça la rade de part en part entre Locmiquélic et Lorient. Il est investi par un port de plaisance aujourd'hui. Globalement, chaque commune autour de la rade a son port de plaisance. On est à plus de 2700 places à flot. Et encore, ça ne suffit pas. D'ailleurs, on a fait une première mondiale dans l'ancienne base des sous-marins. On a créé un port à sec qui est une première mondiale puisque c'est un robot qui vient prendre des petits bateaux à moteur et qui les range sur des étagères. Donc on peut stocker 280 bateaux sur 4 étages. Dans 2 alvéoles, 2 anciennes nefs de la base des sous-marins. Donc ça c'est une innovation. Alors globalement les bateaux ils sont arrivés après les années 60 quand Éric Tabarly a un peu médiatisé ce que c'était que le sport à la voile. Et puis c'est de ce moment-là ça klaxonne derrière, qu'on s'est mis aussi à faire des bateaux en série. Et donc on va voir justement là au chantier naval Bernard comment est-ce qu'on fait des bateaux dans des moules aujourd'hui. C'est sur la rade de Lorient, donc il y a un bassin de 1200 hectares qui a été formé par différentes rivières. Alors la plus importante c'est le Blavet qui prend sa source dans les Côtes d'Armor, quasiment du côté de Guingamp, et qui nous permet ici par exemple depuis la rade de remonter vers Hennebont et puis de rejoindre le canal de Nantes-à-Brest. On va pas tarder à voir aussi le Scorff, on en voit déjà l'embouchure, donc qui remonte évidemment à Pont-Scorff. Donc là c'est une rivière de 76 km de long, moins navigable que le Blavet, parce qu'il y a peu de tirants d'eau et peu de tirants d'air. Là nous on est sur le Fawédic, on l'oublie souvent, mais il y avait une petite rivière qui coulait aussi avant en plein centre-ville de Lorient, et qui a formé en fait là, le bassin à flot où on se trouve aujourd'hui. Et puis la dernière c'est celle qui est entre l'Armor-Plage et Lorient, donc qui s'appelle la rivière du Terre. Maintenant on dit plutôt les étangs du Terre, parce qu'effectivement on a fait une digue voilà, pour fermer ces bassins-là. J'ai une zone où on va trouver des bateaux de travail, donc on va avoir par exemple des bateaux des douanes, on peut régulièrement avoir le bateau qui entretient les phares et balises pour le département. Et puis surtout on va avoir des pilotines, ce sont des bateaux avec marqué pilote dessus. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle est partie en intervention. Et ce sont des bateaux en fait, qui emmènent un pilote expérimenté à bord d'un cargo qui attend à l'entrée de la rade que ce pilote conseille le capitaine sur les manœuvres, parce qu'il connaît bien le chenal, les courants, les épaves, etc. Et donc il va assurer la manœuvre du navire jusqu'à ce qu'il soit à quai. On longe le péristyle, ça correspond en fait aux anciens quais de déchargement des bateaux des compagnies des Indes. Aujourd'hui, les militaires ont complètement libéré le site et c'est devenu vous voyez, un site de promenade. On va qui est à vélo aujourd'hui. Et puis on a construit un bâtiment public, donc c'est la nouvelle maison de l'agglomération qui a été faite là sur cette voie. Un petit élévateur à bateau qui permet de soulever les navires avec des sangles. Donc ça c'est vraiment pour l'utilisation de petits bateaux, voiliers et yachts. Quand on va sur l'aire de carénage, on a le même système au port de pêche, mais avec un élévateur qui soulève des bateaux jusqu'à 650 tonnes, donc qui est l'un des plus puissants d'Europe. En face de nous, la pointe de la Nester. Alors la Nester en breton c'est l'angle de la rivière, puisqu'on est entre le Scorff et le Blavet. Cette pointe elle s'appelle la pointe de l'Espérance, mais beaucoup de marins l'appellent la pointe du Malheur, puisqu'on est à la confluence de deux rivières. Et cette pointe elle est occupée là par une base militaire, donc ce qu'on appelle la base des Forts Fusco. Donc des commandos et fusiliers de la Nester, donc un centre d'entraînement de militaires d'élite qui se préparent à intervenir dans différents conflits mondiaux armés. Et leur travail, c'est de protéger les équipements maritimes ou d'intervenir à terre mais depuis la mer. Donc on peut les voir dans différentes configurations, en Zodiac, en hélicoptère, voilà, avec les tenues de plongée également régulièrement. Alors derrière nous, le port de commerce. Alors un port qui est surtout un port d'importation, notamment d'hydrocarbures. Le terminal à hydrocarbures est tout en haut là-bas. Donc c'est des hydrocarbures qui nous arrivent essentiellement de Donge, près de Saint-Nazaire, où il y a une raffinerie. On le stocke ici, puis ça permet de livrer les différents dépôts, les stations-service du Morbihan. Ensuite, la deuxième marchandise en tonnage, ça va être tout ce qui est vrac agroalimentaire, des tourteaux de soja, de manioc, de tournesol, de sorgho, qui vont permettre d'alimenter les élevages bretons de cochons, de poules, de vaches, etc. Donc des marchandises qui nous arrivent en vrac, c'est-à-dire qu'elles sont telles quelles dans les cales. On va ouvrir des grandes trappes sur le dessus des cargos qu'on appelle des vraquiers. On plonge des pelles mécaniques à l'intérieur pour prendre une pelletée de granulés. Et on va ensuite aller déverser ces granulés ou ces farines dans les trémies, qui sont ces entonnoirs gris ou verts qu'on voit sur les quais, qui vont permettre de diriger les granulés soit vers les hangars, soit vers les grands silos qu'on voit au bout du port de commerce. Alors ensuite on a d'autres marchandises, on peut avoir de la mélasse aussi, donc c'est une pâte noire issue de la fabrication du sucre dont on peut se servir pour l'alimentation animale ou humaine. Ça peut être du bois qui vient des pays nordiques aussi régulièrement, ça peut être un peu de kaolin, enfin voilà, différents produits. On a aussi un terminal sablier, alors cette fois-ci qui est côté la Nester. C'est une extension du port de commerce qui est gérée par la CCI qui est là-bas sur la zone du Rohu. Donc avec des granulats marins et des sables qui peuvent servir après pour les différents travaux publics.
raccordé à Locmiquélic, donc c'est parti pour 6 minutes de charge et ensuite 30 minutes d'autonomie pour faire l'aller-retour suivant. Sur le fort de Penmanet, alors un fort qui est peu connu parce qu'en fait il nous tourne le dos. Vous allez voir que le grand mur de protection il est côté terre et non pas côté mer comme on a l'habitude de voir, ce qui fait qu'il est assez discret dans le paysage et peu connu même des habitants du pays de Lorient. Donc c'est un fort qui a été construit au milieu du 18e pour compléter en fait la citadelle de Port-Louis qui est à l'entrée de la rade. C'est pour ça, même le plus mauvais des tireurs depuis la citadelle pouvait empêcher un bateau d'entrer sur la rade. Il n'y avait pas vraiment de raison qu'une attaque vienne ici de l'eau. Alors que les Anglais risquaient plutôt d'arriver par Belle-Île et par Etel, de s'installer sur cette colline ici de Penmanet et de se positionner pour bombarder Lorient. Et donc c'est un fort aujourd'hui qui est un lieu de promenade qui a été un petit peu entretenu par Locmiquélic et par un chantier de réinsertion sociale. Ça a aussi été une station de démagnétisation de bateaux à un moment donné, parce que quand on met un bateau en métal dans l'eau, il y a un effet galvanique qui fait que le bateau va avoir un certain magnétisme et va être retrouvé par les missiles à tête chercheuse. Et bien ici, juste devant, là au niveau du bassin, on pouvait mettre des câbles sous l'eau et envoyer des ondes opposées au magnétisme du navire pour le démagnétiser. Et donc évidemment, au bout d'un mois et demi, il fallait recommencer, mais voilà, on a eu cette activité-là aussi sur le fort. À l'entrée de la rade, on aperçoit la citadelle de Port-Louis, construite par Louis XIII sur les ruines d'un fort qui s'appelait El Fuerte de l'Águila, le fort de l'Aigle, qui avait été fait par les Espagnols pendant la guerre de la Ligue, puisqu'ils ont occupé Port-Louis pendant 8 ans. Et donc Louis XIV, quand il choisit ensuite ce site pour installer sa compagnie des Indes avec Colbert, eh bien, il y a une protection naturelle et il y a la protection militaire grâce à cette citadelle construite par son père Louis XIII. Après l'entrée de la rade, on aperçoit l'île de Groix qui est tout au fond. À droite, c'est l'Armor-Plage avec son port de plaisance. Et puis en plein milieu de la rade, il y a l'îlot Saint-Michel qui a eu plusieurs rôles dans l'histoire. D'abord, c'était des moines qui étaient en résidence sur cette île qui prélevaient une taxe aux bateaux qui remontaient pour faire du commerce du sel et du vin vers Hennebont. Ensuite, ça a été un lazaret, c'est-à-dire une sorte d'hôpital sur lequel les gens étaient mis en quarantaine pendant les grandes épidémies. Et puis, ça a eu un rôle stratégique de première ligne de feu, de lieu de stockage de munitions, avant de servir de lieu d'entraînement pour les militaires. Comme ça. D'ici un chantier naval, c'est le chantier de la famille Bernard, qui est spécialisé notamment dans la fabrication de bateaux composites, donc notamment des petites vedettes rapides. Donc ça peut être des bateaux des douanes, des bateaux SNSM ou des pilotines. Et le principe, c'est que ce sont des bateaux qui sont faits dans des moules, donc en série. Donc le principe étant qu'on va draper le fond du moule de fibre de verre. Cette fibre de verre, ensuite, on va l'enduire d'une résine dans laquelle on va mélanger un catalyseur qui va faire que ça va polymériser, ça va durcir et emprisonner cette fibre de verre. Et donc on en fait plusieurs couches comme ça, de manière à avoir la structure d'une coque ou d'un pont ou d'une passerelle. Et après, on va démouler les pièces et puis les assembler les unes aux autres. Si on veut un bateau plus résistant mais qui reste extrêmement léger, on peut aussi emprisonner dans la fibre de verre et dans la résine de la mousse, notamment de la mousse PVC, qui va donner un matériau extrêmement résistant. On dit qu'on met une âme pour faire une coque sandwich. Dès qu'on veut faire des bateaux de course, on peut aussi utiliser de la fibre de carbone et une âme qui peut être en nid d'abeille, donc avec une structure en carton assez complexe qui va donner toute la résistance au matériau. Alors d'ici, on aperçoit la zone du Rohu. Alors la première activité de construction navale, c'était la famille Canévet, qui pendant la Première Guerre mondiale s'est fait remarquer en faisant des bateaux en béton armé, puisque la ferraille était réquisitionnée pour la guerre. Et voilà, tant qu'on respecte le principe d'Archimède, voilà, on fait ce qu'on veut. Donc ça a été un succès commercial. Ensuite, ce sont les chantiers de la Perrière qui se sont installés. Et puis il y a eu de nombreux chantiers. Aujourd'hui, c'est l'activité de Kership, voilà, qui est une société qui a été créée par Piriou et Naval Group pour répondre à certaines commandes. Sur le Scorff, on voit le chantier Naval Group, qu'on a longtemps appelé DCNS.
Alors Naval Group, c'est plus de 2000 emplois quotidiennement. C'est des gens qui vont travailler sur des bateaux militaires, ce qu'on appelle en ce moment des FREM, donc des frégates multimissions, des bateaux qui font 6000 tonnes, mais qui vont quand même à 27 nœuds, donc ce sont de belles unités. Et l'idée, c'est que ce sont des navires qui sont faits en série, c'est-à-dire que voilà, elles sont toutes identiques. On en a 10 à construire, 8 pour la marine française, on en a livré 2 à des marines étrangères, donc une pour le Maroc et une pour l'Égypte. Pour travailler, ils ont des espaces de travail côté Lorient et côté Lanester. C'est pour ça qu'on a un pont en plein milieu, c'est le pont Guédon, qui est à usage unique des ouvriers, des salariés du chantier. Côté Lanester, ça va vraiment être le poumon industriel avec les blocs de fabrication. Notamment, on aperçoit un hangar là au niveau de la grue rouge. Ça, c'est la plus grande forme de construction couverte d'Europe, puisque c'est un hangar qui fait presque 250 mètres de long et qui peut être mis en eau. C'est-à-dire qu'une fois qu'une frégate est capable de flotter, on peut faire rentrer de l'eau dans le hangar, comme dans une écluse, faire sortir la frégate, la terminer à quai ou dans un autre bassin qu'on appelle les bassins de Radoub et lancer à nouveau la production d'une frégate. Alors ce sont des frégates qui sont faites en morceaux en permanence, on dit qu'on fait des demi-anneaux, donc on fait des tranches de bateaux qu'on assemble au fur et à mesure des étapes de construction. Le port de pêche de Lorient, donc, qui est le deuxième port de pêche français en tonnage, le premier en chiffre d'affaires, c'est aussi le premier port langoustinier de France, premier en pêche au large, puisqu'on est le principal port d'armement du groupe Intermarché, qui a son armement Scapèche. C'est un port dans lequel on a vraiment tout type de pêche, puisqu'on a aussi bien donc, de la pêche au large, comme on vient de le dire, mais aussi de la petite pêche, donc des bateaux qui partent moins de 4 jours, et même beaucoup de bateaux de petite pêche, donc c'est-à-dire des bateaux qui vont partir moins de 24 heures. On a aussi des engins de pêche très divers, on peut avoir de la pêche au chalut, au filet, à la palangre, au casier, de la bolinche. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on est le premier port de pêche français en diversité, puisqu'on a vraiment des tailles de bateaux et des techniques de pêche qui sont très variées. Port de pêche, on aperçoit 2 grands bunkers, donc ça c'est la base des sous-marins, construite par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc une base qui a ensuite été récupérée par la marine française jusqu'en 98, et puis après cette date, elle a été complètement reconvertie. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on appelle un pôle de course au large. Donc on va avoir des skippers et leur matériel, leurs écuries qui vont se préparer pour les grandes courses, pour les grands événements, et puis un certain nombre d'entreprises qui vont fournir des mâts en carbone, des aliments lyophilisés, un quartier d'affaires aussi qui s'est développé. C'est aussi maintenant un site culturel avec la cité de la voile Éric Tabarly, le sous-marin Flore, le musée sous-marin du Pays de Lorient, bientôt une salle de concert. Voilà, donc c'est un site qui a complètement changé de destin aujourd'hui. Affaire de navire, une pilotine d'abord, donc une blanche et noire là, sur laquelle on a un pilote expérimenté qui monte à bord du cargo et puis qui va conseiller le capitaine pour la manœuvre pour des raisons de sécurité. Et puis l'autre, le plus gros, c'est un remorqueur. Donc là, c'est un bateau qui va aider aussi la manœuvre, mais physiquement. C'est-à-dire que lui, il va pouvoir vraiment s'arnacher au navire et tirer avec des câbles pour les aider notamment à se retourner dans la rade, qui est un espace assez étroit. On a 4 remorqueurs à Lorient, le Morbihan, le Scorff, le Kéroman et le Bretagne. Donc ils ont des noms qui sont bien implantés dans le territoire, il n'y a pas de souci, on sait qu'ils sont de la rade de Lorient. La mer, c'est un secteur qu'on a choisi de faire découvrir puisqu'on sait que c'est à peu près 14 000 emplois sur le Pays de Lorient. On compte à peu près 4 500 personnes qui travaillent en lien avec la construction et la réparation navale, 3 000 en lien avec le port de pêche, et puis tout le reste, ça va être des métiers qui peuvent être liés au nautisme, au tourisme, à la course au large et voilà, tous les autres secteurs. Mais on voit que c'est quand même une filière extrêmement forte pour le territoire, d'où l'intérêt de la faire découvrir aussi bien aux visiteurs qu'aux habitants du Pays de Lorient. Un petit peu ce qui est en surface, mais si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe sous l'eau, vous pouvez aller au musée sous-marin du Pays de Lorient qui vous explique un petit peu les épaves qu'on va trouver dans la rade ou autour. Par exemple, on sait que dans le chenal, là juste en face, il y a l'épave de l'Isère, qui est un vieux bateau qui a été construit à Lorient, qui était le premier bateau à voile et à vapeur, qui a transporté la Statue de la Liberté de Rouen à New York et qui a ensuite été coulé par les Allemands ici dans le chenal. Donc elle est toujours là au fond du passage. On va à nouveau longer le port de commerce. Là, on va passer devant notamment la passerelle bleu ciel, là qu'on appelle la passerelle Roro. Ça vient de l'anglais roll-on, roll-off. Donc ça, c'est pour accueillir, si besoin, des cargos dits rouliers, donc des cargos qui transportent directement des camions et leurs marchandises. Donc le port est équipé si besoin. On a aussi un terminal frigorifique qui est utilisé pour du trafic par la route, mais qui a une position stratégique là bord à quai, de manière à pouvoir accueillir des produits frais si besoin. Juste après la passerelle, on voit le Noé, qui est un chalutier norvégien qui a été transformé en plateau de télévision et là qui est en attente d'un projet de reconversion.
Et derrière le Noé, eh bien, la gare maritime, donc avec des ferries qui font la liaison vers l'île de Groix en 45-50 minutes et donc qui permettent, voilà, avec des bateaux qui vont jusqu'à 400 passagers, hein, d'emmener aussi des véhicules, des camions, des voitures. Donc là on en a un tout nouveau, un roulier pour l'île de Groix, il s'appelle Braise Nevez. Et c'est un bateau qui a été conçu par un bureau d'architectes lorientais, Chipesté, qui a travaillé de manière aussi, assez originale puisqu'ils ont travaillé avec des casques de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'avant de construire le bateau, on le crée en numérique, de manière à pouvoir se balader dedans et à imaginer comment peut être fait l'aménagement des espaces et puis l'entretien aussi du navire. Ils ont même créé le port de Lorient et le port de Groix en numérique, de manière à se rendre compte vraiment des manœuvres qui allaient pouvoir s'opérer. Donc là on aperçoit à nouveau la maison de l'agglomération, derrière au fond le nouvel hôpital, et puis on aperçoit dans le bassin de Radoub, avec la grande porte noire là, qui est au bord de l'eau, là une frégate qui est en construction à l'intérieur. Donc on l'a dit, hein, ce sont des frégates multimissions, donc des bateaux qui sont faits pour lutter et se défendre aussi bien contre d'autres navires, contre des cibles terrestres à plusieurs centaines de kilomètres dans les terres, contre des cibles sous-marines et des cibles aériennes. Donc ce sont vraiment des bateaux extrêmement polyvalents. Et puis à la pointe de la technologie, on a même maintenant des moteurs électriques sur ces navires pour pouvoir travailler sur la discrétion du bateau. Ils ont aussi une signature radar minimum, c'est-à-dire que l'architecture du navire a été pensée, dessinée, voilà, pour qu'il soit le plus discret possible. Le moins d'ondes, le moins de chaleur aussi vont être émis de ces bateaux-là. On voit aussi qu'il y a une petite base des sous-marins qui a été construite par les Allemands à leur arrivée, donc avec 2 alvéoles, ce qui permettait d'abriter 4 sous-marins. Mais comme elle est très au fond de la rade, c'était sensible, hein, puisqu'il fallait que les sous-marins soient hors d'eau, soient émergés à partir du goulet. Voilà, la grande base a été faite plus près de l'entrée de la rade pour ces raisons-là. Et puis on pouvait avoir des problèmes d'envasement aussi. Enfin, d'anciens quartiers militaires, donc il y avait les gendarmes qui pouvaient habiter dans ces bâtiments-là, et toujours d'ailleurs. Proche de 3 vieilles maisons qui étaient faites pour des négociants, hein, des compagnies des Indes. La première est presque intacte, a résisté un petit peu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Et sur cette maison, en fait, il y a un petit détail original, c'est que dans le balcon, au niveau du fer forgé, eh bien, on a un petit rébus, il y a 2 dessins. Donc il y a une clé de sol et un vase. Donc on peut dire sol-vase ou mi-sol, mi-vase, pour dire que finalement, il y a 450 ans, ici, on était uniquement sur des landes et des vasières. Notre balade dans la rade se termine. On va remercier Carole Boussion, médiatrice à la Maison de la Mer, qui nous a conseillé une visite fort intéressante de la rade aux 3000 navires. À bientôt.